Bonjour et bienvenue dans cette conférence Green Tech. Je suis Maximilien Fontaine et je serai accompagné de Yoann Bernard et de Vigile Marant pour vous parler de cette conférence sur la gestion des flux. La Digital City est l'utilisation de différents moyens de communication afin de tirer un maximum d'informations sur la topologie de la ville ou de l'état de ces différentes infrastructures. Pour ce faire, la Digital City utilise GPS et réseaux de tout type présents dans la ville. La distinction entre Smart City et Digital City se fait par la suite. La Smart City reprend les informations et les outils développés par la Digital City et y ajoute des aspects spécifiques comme l'Internet of Things, transfert, traitement de données et prise de décision par l'intermédiaire d'une IA, et interaction directe avec les acteurs de la ville, voitures ou piétons. Ces aspects permettent de déduire 3 couches qui constituent le concept Smart City: la couche perception, la couche réseau et la couche application. Tout au long de cette présentation, nous allons détailler chacune de ces couches pour la gestion des flux. La couche perception englobe tous les capteurs permettant de recueillir des informations dans la ville. La couche réseau relie les capteurs de la couche perception à un serveur où sont traitées les données. Les informations sont alors tirées de ces données, des décisions sont prises et les informations sont transmises en conséquence à la dernière couche. Cette dernière couche, nommée application, englobe toutes les formes d'interaction avec les utilisateurs afin de fournir des informations selon les décisions prises précédemment. Donc pour ce faire, nous avons un plan simple. Premièrement, nous allons parler de l'enjeu et des contextes. En second point, de la couche perception, la couche traitement et ensuite la couche application. Donc premièrement, les enjeux. On nous parle sans cesse des opportunités illimitées offertes par les données. Mais une question demeure. Comment exploiter les données pour des processus de planification durables? L'objectif des pouvoirs publics ne doit pas être d'amasser le plus de données possible, mais de transformer ces données en information et l'information en savoir. Ce savoir contribuera à améliorer la planification et l'élaboration des politiques de trafic. L'an dernier, dans le cadre de son action de longue date, dans le secteur des transports urbains en Argentine, la Banque mondiale a entamé une collaboration avec le département de la planification du ministère des Transports dans le but d'exploiter le potentiel de l'analyse de données. Il s'agissait de créer un ensemble d'instruments susceptibles d'être déployés pour collecter et utiliser les données afin d'améliorer la planification des transports. C'est ainsi que la Banque mondiale a piloté la mise au point d'un outil qui produit des matrices origine-destination à partir des cartes à puce utilisées pour les transports publics à Buenos Aires et qui fournit de cette façon des renseignements sur les modes de mobilité des déplacements à la capitale argentine. Ce projet a également soutenu la création d'une application pour smartphone qui collecte des données à haute résolution sur la mobilité et qui peut favoriser la participation des citoyens par le biais des sondages dynamiques. Toutes ces informations ont permis d'actualiser le modèle de transport de la région métropolitaine de Buenos Aires. À Bangalore, en Inde, qui est régulièrement confronté à de longs embouteillages et la vitesse moyenne de certaines routes aux heures de pointe n'est que de 4 km/h. Siemens Mobility a construit un prototype de système de surveillance qui utilise l'IA via des caméras de circulation. Ces caméras détectent automatiquement les véhicules et ces informations sont envoyées à un centre de contrôle central où des algorithmes estiment la densité du trafic sur la route. Le système modifie ensuite les feux de signalisation en fonction des embouteillages en temps réel. Pour répondre de cette manière, cependant, il faut des données, beaucoup de données. Heureusement, ce n'est pas quelque chose qui manque. Il y a beaucoup d'informations provenant des systèmes de surveillance du trafic, des infrastructures routières, des voitures et des conducteurs eux-mêmes via leur téléphone portable. Des millions de caméras bordent nos routes, tandis que les véhicules qui passent induisent de minuscules courants électriques dans des boucles de métal cachées sous le tarmac, fournissant de plus amples informations sur les conditions de circulation. Les automobilistes peuvent envoyer des mises à jour instantanées sur les hold-up grâce au logiciel de navigation qu'ils utilisent sur leur téléphone portable et dans leur voiture, comme Waze ou Google Maps par exemple. Certaines de ces technologies de surveillance, comme les boucles à induction, existent depuis les années 60, tandis que d'autres, comme les caméras capables de suivre le trafic et lire les plaques d'immatriculation, sont plus récentes. Le défi consiste à faire quelque chose d'utile avec toutes ces informations. Il y a maintenant des tentatives pour exploiter la capacité de l'IA, à donner un sens à de grandes quantités d'informations et à changer la façon dont nous nous déplaçons dans nos vies.
Des chercheurs de l'Institut Alan Turing de Londres et de la Toyota Mobility Foundation ont récemment lancé ensemble un projet qui explore comment les systèmes de gestion du trafic peuvent devenir plus dynamiques et réactifs avec l'utilisation de l'IA. Ils utilisent actuellement des simulations qui augmentent en complexité et évoluent, aidant leur algorithme à apprendre et à prédire les changements dans le trafic. Bien qu'ils testent toujours ce système, ils espèrent bientôt appliquer leur application dans le monde réel. À Pittsburgh, des chercheurs travaillent déjà avec des gestionnaires de ville pour une approche similaire depuis 2012. Un système de contrôle de circulation adaptif développé par des chercheurs de l'Institut robotique de l'université Carnegie Mellon a été déployé dans une ville pour une entreprise, appelée Rapid Flow Check. Leur technologie SurTrack est utilisée à 50 intersections et depuis son lancement, elle réduit les temps d'attente aux intersections jusqu'à 40%, selon l'entreprise. Il affirme également que les temps de trajet en ville ont baissé de 25%, tandis que les émissions de véhicules ont chuté jusqu'à 20%. Le système utilise des flux vidéo pour détecter automatiquement le nombre d'usagers de la route, y compris les piétons ou le type de véhicule. Le logiciel d'IA traite ensuite ces informations seconde par seconde pour trouver le meilleur moyen de déplacer le trafic à travers l'intersection, en changeant les feux de signalisation en fonction de la manière plus optimale de maintenir le trafic en mouvement. Les décisions peuvent être prises de manière autonome et partagées avec les intersections voisines pour les aider à comprendre ce qui les attend. Au fur et à mesure que les véhicules deviennent plus connectés à l'aide du téléphone mobile et d'autres technologies sans fil, ils contribueront également à alimenter encore plus d'informations dans des systèmes comme celui-ci. Les véhicules connectés pourront communiquer les informations sur leur vitesse, leur comportement du conducteur et même des défauts potentiels à l'infrastructure environnante. Maintenant que nous avons fait le point sur la situation, nous allons entrer plus en détail. Pour ma part, je vais vous parler de la couche perception. On va parler dans un premier temps des différents capteurs qui existent dans le monde et ensuite leurs forces à chacun et leurs faiblesses. En premier, nous avons la boucle à induction magnétique. Les capteurs de trafic sont utilisés pour collecter des informations sur le trafic routier pour le contrôle des signaux et les données collectées sont également fournies au centre des systèmes d'information et de communication sur les véhicules, comme ce que je l'ai dit auparavant. Les détecteurs de piétons assurent la sécurité des piétons en remplaçant les boutons poussoirs et en détectant les piétons traversant la rue pour prolonger la durée du feu vert. Cette unité électronique que vous pouvez voir à l'écran est un capteur à boucle inductive qui est capable d'identifier jusqu'à 20 classes de véhicules. L'un des principaux types de capteurs sur route est justement ce type de détecteur, qui consiste en des boucles de fil noyées dans des découpes dans le revêtement routier. Un objet métallique conducteur tel qu'un véhicule passant au-dessus ou arrêté sur la zone de détection du capteur diminue l'inductance de la boucle, produisant un signal électrique qui est transmis par une boîte de jonction en bordure de trottoir à une unité électronique logée dans une armoire à commande. L'unité électronique analyse le signal, l'interprète comme la présence ou le passage d'un véhicule et envoie un appel approprié au contrôleur. D'autres capteurs sur route comprennent des détecteurs magnétiques et des magnétomètres qui peuvent être placés sous une chaussée ou un pont. Un détecteur magnétique détecte les changements sur le champ magnétique terrestre causé par le passage d'un véhicule à proximité, contenant des matériaux ferreux. Un magnétomètre mesure la différence d'un champ magnétique terrestre causé par le passage ou la présence d'un véhicule. Sa capacité à fonctionner comme un capteur de présence lui permet de détecter les véhicules à l'arrêt. Parce que ces deux capteurs sont des dispositifs passifs, ils ne transmettent pas d'énergie. Par conséquent, une partie du véhicule doit passer au-dessus du capteur pour qu'il soit détecté. Un magnétomètre peut détecter deux véhicules séparés par aussi peu que 0,3 mètres. Cela rend potentiellement un magnétomètre aussi précis, voire meilleur que le détecteur à boucle inductive lors du comptage des véhicules. Des exemples de capteurs sur route comprennent les processeurs d'images vidéo, ou VIP en anglais, qui utilisent des caméras montées sur de grands poteaux adjacents à la chaussée ou sur des bras de mat de signalisation routière au-dessus de la route. Des radars à micro-ondes, des radars laser, à ultrasons ou encore à capteurs infrarouges. Ou encore des capteurs acoustiques installés sur tout le long de la route. La configuration de montage requis dépend de l'application prévue. Les capteurs routiers modernes offrent une alternative viable aux détecteurs à boucle inductive. Ensuite, nous allons parler du capteur à ondes ultrasonores. Ces capteurs détectent la présence d'un véhicule grâce à la réflexion d'ondes ultrasonores transmises par des émetteurs-récepteurs ultrasoniques installés directement au-dessus de la route. Ils sont utilisés dans le but de mesurer le volume du trafic et les taux d'occupation au moyen d'une fonction sensorielle stable.
Maintenant, nous avons les capteurs à système de capture d'image. Les capteurs d'image de trafic peuvent être placés pour mesurer une zone de 30 mètres d'un panneau d'arrêt. Ces capteurs peuvent être utilisés entre autres pour détecter un véhicule dans la voie de virage droite, apporter les modifications optimales à la durée pendant laquelle le flèche de virage à droite reste verte, et allumer le feu d'une route secondaire en vert uniquement lorsqu'un véhicule est détecté sur une route secondaire à faible trafic. Les capteurs d'image piétons, quant à eux, assurent la sécurité des piétons qui traversent la route en prolongeant la durée du feu, comme ce que j'ai précisé auparavant. Ensuite, nous avons les capteurs à type Doppler, c'est-à-dire ce sont des capteurs qui utilisent tout simplement l'effet Doppler. Ces capteurs détectent les véhicules circulant dans une direction particulière en utilisant le changement de fréquence ou l'effet Doppler en fonction de la vitesse du véhicule. Ils sont installés sur les routes secondaires à faible volume de trafic et sont utilisés pour le contrôle de rappel pour changer le feu de signalisation sur la route secondaire lorsqu'un véhicule est détecté. Et en dernier, nous avons la balise optique. La balise optique est une infrastructure de clé pour fournir des informations aux installations de la circulation routière. Il prend en charge le système de coopération des véhicules routiers, un système qui fournit divers supports pour une conduite plus sûre et contrôle le flux de la circulation au moyen d'une communication route-véhicule entre les balises optiques et les appareils embarqués. Ces capteurs peuvent atténuer les embouteillages, aider à réduire les accidents et les émissions de CO2. Maintenant, pour ce qui est de la force et des faiblesses de chacun. Les bonnes performances des capteurs routiers, tels que les boucles inductives, les détecteurs magnétiques ou les magnétonèmes, sont dues en partie à leur proximité avec les véhicules qui les traversent. Un autre avantage est qu'ils sont insensibles aux intempéries, telles que la pluie, la brouillard et la neige. Leur principal inconvénient est leur installation dans la chaussée, qui nécessite une coupée de cette chaussée. De plus, les détecteurs à boucle inductive ne sont pas toujours appropriés pour certaines applications de signalisation de trafic. Par exemple, les longues boucles ne conviennent pas pour détecter un flux sursaturé ou de longues files d'attente de véhicules. Parce que les sondes d'un magnétomètre sont enterrées dans le trou foré sous la surface, les appareils sont particulièrement utiles dans les États du nord des États-Unis, par exemple, ou dans d'autres régions froides, où la chaussée se détériore plus rapidement, en raison de la dilatation et la contraction thermique et subit des dommages causés par l'équipement de déneigement. Un autre avantage est que les sondes magnétométriques et les fils d'entrée ont tendance à survivre dans des chaussées friables plus longues que les boucles ordinaires. Contrairement aux détecteurs à boucle inductive, les magnétomètres fonctionnent généralement sur les tabliers de pont où il y a de l'acier non revêtu et il n'est pas permis de couper la chaussée du tablier pour l'installation de la boucle. Un autre avantage est qu'il nécessite moins de pieds linéaires et de coupe. Les magnétomètres modernes sont construits avec des capteurs à axe horizontal et vertical. Par conséquent, ils peuvent fonctionner pratiquement n'importe où. Le capteur radar laser routier transmet de l'énergie dans le spectre du proche infrarouge, qui est juste au-dessus du spectre de longueur d'onde visible. Un avantage du radar laser est qu'il transmet plusieurs faisceaux pour une mesure précise de la position, de la vitesse, mais non seulement de la classe du véhicule. Jusqu'à 11 classes standards et 20 classes définies par utilisateur peuvent être signalées. Mais son fonctionnement peut être affecté par le brouillard lorsque de telles conditions limitent la visibilité, à moins que la distance entre le capteur et la route, généralement, soit inférieure à 6 mètres. Un autre inconvénient est que son installation et son entretien, y compris le nettoyage périodique des lentilles, nécessitent une fermeture de voie complète lorsqu'il est monté au-dessus de la route. Les capteurs radar à micro-ondes, qui transmet une forme d'onde modulée en fréquence, qui prend en charge la mesure de la distance entre le capteur et un véhicule, peuvent détecter les véhicules arrêtés et en mouvement sur plusieurs voies lorsqu'ils sont montés le long de la route. Lorsqu'ils sont montés au-dessus d'une voie particulière, ils peuvent détecter des véhicules dans plusieurs zones sur une seule voie. Mais les capteurs à micro-ondes, qui transmettent un signal d'onde continu, ne peuvent pas détecter les véhicules arrêtés et sont généralement limités à la surveillance d'une voie de circulation. Les gestionnaires de la circulation doivent donc tenir compte de ces limitations dans la sélection d'un capteur pour l'application choisie. Les données fournies par les radars à micro-ondes de détection de présence comprennent le volume, l'occupation des voies, la vitesse et la classe de véhicule par longueur. Les processeurs d'image vidéo, ou VIP comme je l'ai précisé avant, se composent généralement d'une ou plusieurs caméras, d'un ordinateur pour numériser et analyser les images d'un logiciel pour interpréter les images qui examinent la variation des niveaux de gris
dans des groupes de pixels. Ces analyses se font avec des images de noir et blanc et effectuées par des algorithmes en parallèle. Un système de VIP peut fournir des données sur la circulation sur plusieurs voies ou dans plusieurs zones sur une voie. Les VIP peuvent classer les véhicules aussi en fonction de leur longueur et signaler la présence, le volume, l'occupation des voies et la vitesse des véhicules pour chaque classe et chaque voie. Ils peuvent également enregistrer des mouvements de virage et des changements de voie. Mais ces processeurs ont besoin d'une vue en ligne de mire des zones qui surveillent et sont sensibles aux intempéries. L'installation et l'entretien, y compris le nettoyage périodique de l'objectif, nécessitent la fermeture d'une voie lorsqu'une caméra est montée sur la chaussée. Les performances sont affectées par les ombres du véhicule, la transition jour au soir, reflet de soleil, le contraste avec la route ou avec l'eau, de la saleté, des glaçons ou même des toiles d'araignée. L'activation fiable du signal nocturne nécessite un éclairage public et une hauteur montage de caméra de 9 à 15 mètres, dans une configuration de montage latéral pour une détection de présence et une mesure de vitesse optimale. Certains modèles sont sensibles au mouvement de la caméra causé par des vents violents ou des vibrations de la structure de montage. Il existe aussi une alternative qui commence à naître, c'est-à-dire des détecteurs par fibre optique, avec la vitesse de la lumière, mais c'est quelque chose de purement fictif actuellement. J'en ai terminé pour la partie perception. Je vais donc laisser la parole à mes collègues pour vous parler de la couche traitement et de la couche application. Merci de m'avoir écouté et au revoir. Bonjour, je m'appelle Johan Bernard et je vais vous parler de la couche traitement. Tout d'abord, comment fait-on la transition entre la couche perception et la couche traitement dans une Smart City? Donc nous avons la couche perception qui consiste en des mécanismes de détection et d'enregistrement sur le terrain qui envoient ensuite les données à la couche traitement qui va les trier, les analyser et en extraire des informations importantes pour construire des solutions adéquates. Cette transition peut se faire directement sur le terrain si les programmes et algorithmes de la couche traitement se trouvent dans les mécanismes de perception pour ensuite être envoyés de manière centralisée dans des serveurs et data centers, ou alors envoyés directement à ces data centers pour pouvoir centraliser toutes les informations de la ville et les traiter. La couche traitement se décompose en deux grandes parties. Tout d'abord l'imagerie, qui consiste dans toutes les solutions de traitement d'images en temps réel, différé, d'identification et de recherche, basées sur les caméras et autres systèmes d'images de la couche perception, ou des solutions d'interprétation et traitement de données de flux, qui est basé donc sur tous les autres capteurs que mon collègue vous a présentés, qui permettent d'obtenir des informations sur la quantité de personnes et de véhicules à un instant T à un certain endroit qui se déplacent vers un autre endroit. En premier lieu, donc dans l'imagerie, nous avons ce système bien connu des cadres délimités, en anglais Bounded Boxes. Il y a deux implémentations principales à ce jour de ce système. Tout d'abord le RCNN, le Region Based Convolutional Neural Network, en français les réseaux de neurones convolutionnels par région. Comment cet algorithme fonctionne? Donc, c'est une composition de différents programmes qui, tout d'abord, via une recherche sélective, trouvent des cadres qui ne sont pas labellisés. Ces cadres sont ensuite précisés grâce à des comparaisons de similarité et une suppression de non maximum qui permet notamment de généraliser tous les cadres qui peuvent être appliqués par exemple à une seule voiture pour avoir un cadre global de la voiture. Nous avons ensuite un réseau de convolution qui va labelliser tous ces cadres pour leur donner un nom comme vu sur ce GIF par exemple. Il y a eu ensuite une amélioration de ce système qui est assez efficace, cependant assez lourd en traitement car demande une superposition donc, de programmes. Ce système s'appelle You Only Look Once, YOLO. En français, on peut le traduire en tu ne regardes qu'une fois. Le principe, c'est de tout compresser en un seul réseau qui s'occupera donc de la délimitation des cadres, mais aussi de la labellisation des objets. Ce réseau est donc plus complexe, mais en même temps plus performant que le RCNN et permet d'avoir des informations du contexte de l'image
car toute l'image est traitée en même temps, à chaque instant. Les intérêts premiers de ce système sont principalement pour l'autonomie des véhicules, ou alors pour un système de décomptage, de repérage de véhicules, et peut aussi aider grandement lors d'un accident, par exemple, pour avoir une analyse sur le terrain directe qui va grandement faciliter la tâche des enquêteurs, par exemple. Nous avons ensuite les systèmes de segmentation d'images. Le principe de la segmentation est de diviser l'image en différentes zones. Nous avons plusieurs méthodes pour faire cela. Tout d'abord, la segmentation sémantique, qui délimite l'image en zones de sens. Nous pouvons voir ici que les voitures sont toutes de la même couleur, car elles ont été déterminées comme similaires par notre algorithme. Nous avons aussi les segmentations d'instances, qui sont une suite des cadres délimités, où chaque objet qui a été labellisé va être détouré de manière précise donc via cette segmentation. Et ensuite, une combinaison des deux dans la segmentation panoptique qui va permettre de, par dispersion, retrouver tous les différents objets, que ce soit des objets labellisés ou non, comme les routes ou l'arrière-plan, de manière précise. Les segmentations qui nous intéressent sont tout d'abord la segmentation d'instances. Il y a deux façons principales de l'effectuer, en commençant par les cadres délimités, pour ensuite retrouver un barycentre de l'objet et pouvoir le détourer précisément. C'est une superposition d'algorithmes, mais on peut aussi directement passer l'image dans un réseau convolutionnel, par exemple, qui va appliquer donc cette segmentation à tous les objets qu'il va retrouver sur l'image selon la labellisation qui a été faite au préalable. L'intérêt, c'est que la précision est beaucoup plus importante que sur des cadres délimités. Cependant, si la précision est trop importante, l'identification des véhicules peut être possible, ce qui pose un problème d'éthique, car si on peut identifier la plaque ou le modèle d'un véhicule, qu'en est-il de la privatisation, enfin la privacy des données? Le coût technique est aussi un peu plus important, car c'est une superposition de différentes méthodes, et donc c'est un peu plus compliqué à implémenter en temps réel. La segmentation panoptique, dans un autre de l'autre côté, est un peu plus efficace, dans le sens où elle n'a pas forcément besoin de labelliser les classes directement. C'est-à-dire qu'elle va retrouver les différents objets, même ceux qui n'ont pas de label, comme par exemple la route, est très utile dans le cas d'une voiture autonome pour qu'elle puisse retrouver son chemin et savoir où se déplacer, par exemple. C'est un peu plus efficace qu'une segmentation dans le sens, mais à des utilisations plus restreintes. La deuxième grande partie de la couche traitement est le traitement de flux. Il y a énormément d'algorithmes dans cette partie, et je vais vous présenter les principaux et ceux utilisés à l'heure actuelle et dans le futur. Le premier problème à résoudre dans cette partie sont les problèmes d'itinéraire. Comment se déplacer d'un point A à un point B selon un certain coût, que ce soit en distance, en temps ou un coût financier, avec les péages par exemple. Pour pouvoir trouver un itinéraire optimal, nous devons d'abord discrétiser le réseau routier, donc passer d'une vision naturelle du réseau avec tous les boulevards, toutes les routes, à une façon interprétable par une machine, avec notamment des nœuds et des arêtes, ou simplement des arêtes. À ce graphe, on applique des algorithmes d'itinéraire. Donc les algorithmes les plus connus sont ceux de Dijkstra, Bellman-Ford ou H-Sharp par exemple, qui constituent, en se dispersant dans le réseau, des coûts sur toutes les routes possibles pour Dijkstra, jusqu'à arriver au point de destination, où il aura donc trouvé la route à coût optimal. Bellman-Ford et Astar permettent de
préciser la direction de dispersion de l'algorithme en allant plus directement vers la destination, ce qui est un peu plus efficace. Nous avons ensuite une idée assez intéressante avec l'algorithme du transit node routing, qui va définir sur le réseau des nœuds de transit, donc des nœuds importants par lesquels un véhicule peut passer, ce qui permet de réduire le nombre d'itérations à faire sur toutes les arêtes du graphe. On peut aussi appliquer des algorithmes génétiques ou d'apprentissage profond avec des réseaux de neurones, ce qui a un pré-traitement très important sur le réseau, mais qui ensuite permet des requêtes efficaces. À ça s'ajoutent des optimisations. Nous avons par exemple le hub labeling qui généralise l'idée des nœuds de transit en donnant des coûts à la majorité des arêtes du graphe, ce qui permet ensuite, via une grande base de données, de récupérer l'itinéraire qu'il nous faut avec seulement de simples requêtes. Ça demande un gros travail de pré-processing, mais les requêtes sont ensuite beaucoup plus performantes et beaucoup plus rapides. On peut aussi ajouter des superstructures à notre réseau. Par exemple, quand nous avons une route avec beaucoup d'intersections, cette route simple peut constituer une seule arête de notre réseau. Quand nous voulons aller d'un point A d'un côté de la route à un point B de l'autre, nous n'avons pas besoin de calculer pour chaque intersection sur cette route le coût optimal. Dans les applications récentes, des mises en cache sont faites sur les trajets les plus populaires ou les trajets déjà effectués précédemment pour pouvoir retrouver la route plus rapidement, et aussi des recoupements peer-to-peer avec les autres utilisateurs pour s'adapter aux changements sur la route. Si des utilisateurs sont bloqués dans un embouteillement, les autres peuvent avoir des itinéraires plus précis qui vont éviter ces embouteillements par exemple. Ces algorithmes sont utilisés dans des applications comme Google Maps ou Waze. Cependant, ces applications ont des mécanismes propriétaires et donc nous ne pouvons pas connaître précisément quels algorithmes sont utilisés, mais en voici une grande partie. L'intérêt d'utiliser ces algorithmes dans une ville, précisément plutôt que d'utiliser des applications déjà existantes, et d'avoir des informations que seule la ville pourrait avoir, par exemple la communication des travaux qui sont faits sur une certaine route, ou la fermeture temporaire de certaines routes, sans avoir la surprise au moment où un utilisateur va arriver devant ces bouchons. Le deuxième problème de l'optimisation de flux est le problème de tournée du véhicule. Donc je pense par exemple aux taxis, aux bus et aussi à la construction d'un réseau de métro. Nous avons plusieurs stations. Quel est le trajet le plus optimal qui permet de passer par toutes les stations sans perdre de temps et de distance. Pour cela, il y a énormément d'algorithmes qui permettent de résoudre de manière optimale ou non ce problème. Nous allons nous pencher sur les heuristiques de Lynn Kernighan, qui sont des heuristiques d'optimisation. Elles appliquent des optimisations à des solutions d'algorithmes plus simples, tels que les algorithmes de recherche de boutons, de liste tabou ou de calcul de coûts comme Clark and White. Les optimisations faites sont ensuite telles que le k-opt, donc la permutation d'un certain nombre d'arêtes à un endroit localisé de notre graphe, ce qui permet d'avoir une solution plus performante. Une autre approche, c'est l'approche par apprentissage génétique ou par réseau de neurones, par exemple. De la même façon que précédemment, ces approches demandent beaucoup de pré-processing, donc il y a beaucoup de calculs à faire sur les réseaux avant que l'algorithme soit performant, mais l'adaptabilité est grande au cas où le réseau doit être modifié localement. Cependant, il faut des optimisations. C'est pour ça qu'on peut imaginer une combinaison des deux principes, c'est-à-dire une généralisation via la génétique ou un réseau de neurones, pour ensuite optimiser localement grâce aux heuristiques de Lynn Kernighan.
Le dernier problème de la gestion des flux dans la couche traitement sont les problèmes prévisionnels et d'anticipation, c'est-à-dire comment, à partir d'un état donné de notre réseau routier, peut-on prévoir un état suivant, notamment sur les bouchons. Pour cela, il y a deux grandes manières de faire. Vous connaissez certainement Python Futé, qui a utilisé pendant longtemps des systèmes statistiques, c'est-à-dire que grâce aux informations récupérées sur des stations disséminées partout sur le réseau routier, nous avons donc le nombre d'usagers à tel endroit de notre réseau, et nous pouvons appliquer des méthodes telles que les méthodes Fourier ou Holt-Winters, qui sont des régressions simples de l'état de notre réseau pour avoir des anticipations des états ultérieurs. La méthode Holt-Winters utilise un lissage exponentiel. On peut aussi faire cela grâce à une combinaison de réseaux de neurones tels que les réseaux de neurones de graphes qui permettent de transformer des graphes d'arêtes et de nœuds en informations parallélisables, et des réseaux de neurones récurrents qui ajoutent à cela l'information de temps, c'est-à-dire qu'à partir d'un état de graphe à un temps donné, on peut prévoir les états ultérieurs de façon itérative. L'intérêt d'utiliser ce genre de solution est de permettre un meilleur rendu d'informations, notamment sur les possibles encombrements du réseau routier, donc pour pouvoir ensuite mieux gérer et rediriger les flux donc, en temps réel, grâce aux signalisations et autres systèmes embarqués. Ces signalisations, nous allons vous les présenter dans la couche application. Mais tout d'abord, comment faisons-nous la transition vers cela ? Toutes les données traitées par notre couche traitement doivent être communiquées aux usagers du réseau routier. Ce transfert de données peut être fait soit localement dans le cas d'un système de caméra et de signalisation local, ou peuvent demander de la communication avec un serveur pour pouvoir centraliser toutes les données de la ville et avoir une vue globale de notre réseau. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue qui va vous présenter la couche application. Je vais vous présenter la couche application dont l'objectif est de concrétiser les décisions prises dans la couche traitement. Pour ce faire, cette couche se charge de communiquer les décisions aux usagers de la ville et interagir directement avec les différents acteurs mis en place à cet effet. Nous aborderons cette couche par l'intermédiaire de flux spécifiques qui nous permettront de traiter les solutions les plus communes, mais parfois aussi les plus incongrues. Nous traiterons donc des flux routiers, des flux piétons, des flux logistiques et des flux culturels. Vous ne verrez pas de transition spécifique lors d'un passage d'un autre flux afin de fluidifier cette présentation. Nous vous prévenons malgré tout que si deux technologies se ressemblent, c'est que nous sommes passés à un flux suivant. Nous allons donc commencer par l'une des solutions les plus communes afin d'agir dans la ville, les feux de circulation. C'est généralement en créant des délais synchronisés entre les différents feux ou en arrêtant les véhicules plus ou moins longtemps qu'à l'accoutumée que ces feux permettent d'agir en fonction des besoins identifiés dans la couche traitement. Comme toute technologie, celle-ci présente avantages et défauts. L'amélioration et l'optimisation des flux routiers est un avantage commun à toutes les technologies que je vais vous présenter. C'est pourquoi vous ne le verrez plus par la suite. La réduction des accidents et leurs impacts provient de l'optimisation générale du trafic, qui réduit les situations frustrantes lors des trajets et donc l'empressement qui en découle. La priorisation des services publics se fait par l'identification de ceux-ci dans la rue de la ville, par le système, qui réduira les temps qu'ils devront passer au feu. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est induite par la suppression des bouchons et autres congestions de trafic par ce système. La réduction des bruits est pour la même raison. Enfin, la meilleure réactivité aux situations exceptionnelles est une résultante de la priorisation des services publics. Malheureusement, le respect de la vie privée est mis à mal par ce système, car l'emploi type de vidéosurveillance sur la couche de perception est fortement privilégié aujourd'hui. Les informations tirées de cette solution sont compromettantes pour la vie privée des usagers usant des voies. Cette solution présente également un coût supplémentaire pour sa mise en place, son entretien et sa gestion. Cette seconde solution consiste en panneaux indicateurs dans la ville, permettant d'obtenir des informations sur le trafic en direct. Nous sommes ainsi informés du temps qu'il nous faudrait pour atteindre le centre-ville, que ce panneau indique, si nous venions à emprunter la rue désignée. Ou nous pourrions être avertis des aléas du trafic dans cette même rue. Cette technologie aide donc seulement à la prise de décision des conducteurs, mais elle peut également être réquisitionnée afin de rediriger le trafic dans des situations exceptionnelles, tel un accident.
Bien sûr, la pollution lumineuse engendrée est importante, et le coût de cette solution, alors qu'elle n'a qu'un but informatif, peut refroidir de nombreux investisseurs. Vous pouvez observer ici un GPS, mais l'interface d'interaction avec le conducteur induit davantage une communication d'infrastructure de la ville avec le conducteur par l'intermédiaire de son véhicule. Aussi oubliez l'idée du GPS ici. L'information transmise au conducteur est ainsi instantanée et ce dernier est en mesure d'agir conformément aux décisions prises dans la couche traitement. Cette solution pose cependant problème au niveau du respect de l'espace personnel qu'est le véhicule. Tout le monde ne souhaite pas subir d'intervention de l'infrastructure de la ville dans les informations reçues sur le tableau de bord. De plus, le conducteur obtenant des informations supplémentaires qu'il pourrait considérer parfois superflues perd en concentration sur la route. L'interaction directe avec l'infrastructure de la ville requiert aussi bien des véhicules connectés qu'une infrastructure communiquant avec ces véhicules. Ainsi, l'infrastructure peut guider directement le véhicule autonome dans les rues afin de le mener à destination tout en réduisant son impact sur la circulation globale dans la ville. Si le système est suffisamment performant, cette solution entraîne un grand gain de sécurité, de performance bien évidemment, de fluidité et de réactivité. Mais la mise en place du dispositif est particulièrement complexe et ne gagne en utilité que si une majorité des véhicules circulant dans la ville sont connectés et obéissent aux instructions de l'infrastructure. De plus, l'intrusion dans l'espace personnel est ici encore plus grand qu'il ne l'était dans la solution précédente. C'est pourquoi il est difficilement envisageable de mettre en place cette solution de nos jours. Le GPS à l'usage des piétons est une solution connue de tous, mais qui constitue bien l'un des meilleurs moyens d'optimiser les flux piétons. Cette solution présente des avantages communs à toutes les autres solutions, mais il est également le fruit d'une utilisation d'un outil avec lequel nous sommes tous familiers, le smartphone. Le seul vrai défaut de cette solution est le besoin de se concentrer sur cette application pour être guidé. La concentration sur l'environnement s'en voit bien évidemment affectée. Un autre moyen d'agir sur les flux piétons est l'usage de panneaux numériques, permettant d'informer les usagers sur les rues les plus congestionnées, et ainsi de les rediriger sur des voies moins empruntées. En considérant la crise sanitaire actuelle, il est plutôt aisé d'en apercevoir l'attrait dans la limitation du contact et de la congestion qui en découle. Elle peut également être utilisée afin de mettre en avant certains points d'intérêt dans la ville et ainsi porter l'intérêt des passants sur son histoire. Cette solution présente cependant une forte pollution lumineuse et est fixe, ce qui réduit son impact au niveau individuel. Il faudrait multiplier les panneaux dans la ville et diversifier les solutions pour y trouver un intérêt mesurable. Par exemple en incorporant ces panneaux dans les trottoirs afin qu'ils puissent guider les passants par l'intermédiaire de sigles et de flèches indiquant les redirections ou les trajets les plus courts. Nous passons à présent au flux logistique. Cela renseigne donc tous les moyens d'agir sur l'optimisation d'approvisionnement et livraison dans la ville. Cette première solution dans le cadre de la logistique consiste en une application de vente en ligne territoriale, répertoriant et faisant la promotion de producteurs et commerçants locaux. Cette solution met bien évidemment les producteurs locaux en avant, mais elle favorise également le développement du numérique à l'échelle du territoire. Elle permet entre autres de favoriser un mode de consommation plus sain pour l'environnement. Cette application demande des investissements aussi bien en termes de finances que de personnel. Elle peut donc être considérée coûteuse. Mais il s'agit surtout d'un facteur supplémentaire de fracture intergénérationnelle liée à la différence de littératie numérique, isolant davantage les personnes âgées dans leur rapport avec leur territoire. La technologie suivante est un réseau de tubes sous vide automatique et souterrain. Cette solution est loin d'être nouvelle, mais a été envisagée à de nombreuses reprises au cours des années. Pour vous en faire une idée, vous pouvez observer ici la carte du réseau de postes pneumatiques de Paris tel qu'il était en 1888. Une solution utilisant cette même technologie a été envisagée à Londres en 2010, avant d'être écartée de par son fort coût. Cette technologie transporte les marchandises par le biais de tubes sous vide en dessous de la ville, permettant d'éviter les emplois de camions de livraison lors de l'approvisionnement et d'ainsi limiter la pollution. Ainsi, si ce réseau est géré de manière centralisée, il sera possible d'obtenir un impact important sur la fluidification des flux routiers dans la ville. Enfin, cette même centralisation permet l'obtention de nombreuses informations sur les transports de marchandises dans la ville. Comme dit précédemment, le coût de cette solution ne peut être sous-estimé et constitue le principal facteur de son rejet. Mais un autre paramètre est également à prendre en compte, l'opinion publique. En effet, cette technologie ayant été abandonnée par le passé, à l'instar des disquettes ou des cassettes, elle est considérée désuète et hors du temps. Nous passons à présent au flux culturel, qui consiste en divers moyens de transmettre la culture au sein de la ville. Nous commençons ce flux par la rediffusion de prestations culturelles sur Internet. Cette solution est déjà employée dans certaines villes aujourd'hui et gagne encore un peu plus de terrain à cause de la pandémie actuelle. Elle offre un accès bien plus aisé à la culture, même si cet accès se limite à ceux faisant usage des nouvelles technologies.
Elle permet une non-exclusion des populations et communautés, ainsi riches, pauvres, personnes âgées et enfants sont tous en mesure de profiter des performances de ces prestations. Enfin, la visibilité gagnée lors de ces rediffusions peut s'étendre au niveau national, voire à l'international, et permettre de gagner un nouveau public qui ne s'y serait peut-être pas intéressé autrement. Certains problèmes méritent cependant d'être soulevés. Le respect des droits d'auteur est-il toujours possible? Et comment gérer la billetterie dans le cas d'une prestation payante? Sans oublier la différence de littératie numérique, qui pourrait exclure les personnes âgées de ces rediffusions, encore une fois. Toute solution culturelle souhaitant atteindre un certain public se doit d'en faire la publicité. C'est pourquoi l'usage de réseaux sociaux et de sites web officiels de l'application pour cet office est grandement conseillé. Pour toute publicité, l'objectif principal est le gain de visibilité. Mais l'usage de réseaux sociaux est l'un des moyens de faire sa publicité avec le moindre coût. Mais surtout, l'emploi d'un community manager communiquant sur ces réseaux fréquemment permettrait de changer l'opinion publique sur les capacités qu'ont les services publics à faire usage des nouvelles technologies de communication. Encore une fois, cette solution présente des inconvénients qui lui sont propres. La population atteinte est réduite aux utilisateurs de ces réseaux, ce qui constitue une discrimination du public assez importante. Il faudra donc diversifier les canaux de communication en utilisant un maximum de ces réseaux sociaux différents, pour y remédier au moins en partie. Enfin, l'usage de ces réseaux expose ces prestations à la critique et aux trolls sur Internet, surtout si un sujet faisant polémique est traité lors de la prestation dont est fait la publicité. Enfin, le développement d'un réseau social et d'une application à part entière permettrait de garder la main mise sur la propagation des prestations culturelles. Ce réseau social serait promu dans la ville afin qu'un maximum de citoyens en connaissent l'existence et permettrait la fidélisation d'un public aux diverses prestations retransmises et éventuellement attirer un nouveau public directement dans la salle de spectacle. Ce réseau social pourrait même être mis en commun avec la solution de logistique faisant la promotion de producteurs locaux pour créer un tout cohérent sur les activités du territoire. Le coût d'une telle solution est plutôt élevé. De plus, les compétences nécessaires à son développement pourraient manquer au service public, nécessitant donc une embauche. Et pour finir, ceux qui n'utilisent aucun réseau social aujourd'hui ne seront pas forcément attirés par cette solution, ce qui amène à nouveau une fracture intergénérationnelle. C'est ici que je conclurai la partie sur la couche application. Vous aurez pu remarquer qu'un nombre limité de solutions ont pu être traitées, et il est donc de mon devoir de vous dire que ces solutions ne sont pas le moins du monde exhaustives. Il existe une quantité de solutions particulièrement élevée, mais nous avons souhaité aborder le sujet sous des angles multiples, d'où le traitement de solutions moins populaires, ou traitant de flux qui ne viennent pas à l'esprit de prime abord, lorsque l'on pense aux flux présents dans une ville. Pour conclure cette conférence sur la gestion des flux dans une Smart City, nous pouvons observer que, déjà aujourd'hui, de nombreuses technologies sont utilisées pour optimiser les flux dans nos villes. Mais celles-ci sont bien souvent les plus discrètes et les moins intrusives, et ce pour des raisons évidentes. En effet, vous aurez sûrement remarqué au long de cette conférence que la plupart des désavantages identifiés sur les technologies présentées peuvent se rassembler sous certains plus larges problèmes. Les problèmes éthiques que représente cette technologie, avec en tête de liste la vidéosurveillance, mais aussi l'identification du trafic en temps réel, qui remettent en question le respect de la vie privée et son rapport à l'espace public. Les problèmes de dépenses et de coûts engendrés par ces solutions, qui peuvent souvent s'avérer onéreuses lorsqu'on les considère à l'échelle d'une ville. Et enfin, un manque de volonté politique sur la question. N'allez pas croire que nous nous adressons uniquement aux hommes et aux femmes qui ont fait de la politique leur métier. Nous pensons également aux citoyens moyens, qui ne voient pas forcément l'intérêt de ces technologies dans leur rapport avec leur ville, ou du moins pas à court terme. Ces trois problèmes constituent les trois freins majeurs au développement de ces technologies. Et si nous souhaitons un jour voir ces solutions se concrétiser dans nos villes, la première chose à faire sera le développement de la transmission de l'information. Car c'est avec un public informé que le débat sera en mesure de s'extraire des appréhensions primaires de ces technologies, et que nous serons en mesure d'en peser le pour et le contre pour évaluer si les dépenses associées en valent le coup. Nous vous remercions d'avoir été à notre écoute. Si vous avez des questions sur notre conférence, je vous invite à nous les retransmettre à l'écrit. Nous vous répondrons du mieux que nous pourrons.